c'est bon, c'est bon. Bien, tout d'abord, je réitère mes remerciements à mon ami Si Mohamed Menzgmout et au bureau de la société pour l'invitation. Si Mohamed m'a demandé de parler un petit peu des avancées de la radiochirurgie dans l'épilepsie pharmacorésistante. J'avoue que c'est pas facile d'être le dernier, le plus rapide et être convaincant en même temps, mais je vais essayer. Alors la radiochirurgie, Gamma Knife est une approche neurochirurgicale ayant maintenant bien démontré son efficacité, son innocuité et sa faible morbidité et son confort dans le traitement de nombreuses affections neurochirurgicales. Les avantages de ce type d'intervention en font une méthode intéressante en neurochirurgie fonctionnelle et en particulier en radiochirurgie de l'épilepsie. L'expérience française fut la pionnière dans ce domaine et les données sont aujourd'hui disponibles concernant le traitement radiochirurgical des épilepsies d'origine mésiotemporale, les amartomies hypothalamiques et d'autres entités. Nous profitons de cette occasion pour rendre hommage et remercier encore une fois le professeur Jean Régis, promoteur de la radiochirurgie fonctionnelle, pour les efforts consentis pour la collaboration entre nos deux services. Alors, de par le monde, plus de 1 300 000 patients ont été traités par radiochirurgie Gamma Knife. Il faut dire que la part fonctionnelle ne constitue que 8%, 92 000 patients à peu près, est dominé par la névralgie faciale. Et si on exclut, en jaune, pardon, ce que vous voyez en jaune, et si on exclut la névralgie faciale, la part des autres pathologies ne constitue qu'un peu plus de 500 cas annuellement, dominés récemment. En fait, avant, c'était en rose les troubles psychiatriques, mais actuellement dominés par la MTLE. En revoyant les statistiques marseillaises sur 20 000 cas traités depuis 1992, la part fonctionnelle constituait à peu près 12% et est passée récemment, depuis quelques années, à 22% quand même. Donc un patient sur 5 est traité pour une pathologie fonctionnelle. Dans un souci de prudence et de choix de bonnes indications, si on exclut la névralgie faciale, le pourcentage de nos patients traités pour épilepsie et Parkinson sont de 1% respectivement. Pour les MTLE, tout a commencé, comme le veut la règle, en 1992 par des modèles animaux. Puis 4 patients ont été traités à partir de mars 1993 avec une étude prospective de cet échantillon. Dans la même foulée, une étude prospective européenne a vu le jour et puis les résultats, avec un recul satisfaisant, ont été publiés pour la série marseillaise pour un follow-up au-delà de 5 ans. En effet, l'efficacité et l'innocuité ont été prouvées en 1999. La périodicité des événements est bien connue actuellement et bien ficelée, puisqu'on a une idée sur quand est-ce que la crise va s'arrêter, le chevauchement entre crise et aura, l'apparition d'imagerie morphologique avec prise de contraste des œdèmes en T2 qui vont disparaître par la suite, etc. Alors il a été aussi démontré en 2004 la conservation quasi constante de la mémoire verbale, élément crucial en chirurgie, spécialement du côté dominant. La cible a été définie en tout particulièrement la participation du gyrus hippocampique et du cortex et de son cortex et du cortex entorhinal, et la dose efficace et optimale a été définie comme 24 Gray à l'isodose périphérique de 50%. Ça veut dire 48 Gray au centre de la partie traitée, laquelle dose n'ayant qu'un effet modulateur et non destructeur. Steiner et Lindquist de Londres ont analysé leur série de 247 malformations artério-veineuses, du moins pour les corticocorticales. Ils ont conclu un arrêt précoce des crises. Ce but est souvent atteint avant l'occlusion de la malformation artério-veineuse, voire même chez les patients en échec. Donc il a été rapporté de façon intéressante la dose dépendance à l'effet antiépileptique et en fait des doses de 20 Gray ont été étudiés sur un modèle animal, ce que vous voyez à votre gauche, et ils ont induit une réduction neuronale et en fait une sclérose périvasculaire sans pour autant n'induire une destruction du parenchyme cérébral. Ainsi, en mars 1993, Jean Régis a traité le premier patient MTLE, 25 Gray, 7 cc de volume. La cible, c'était l'hippocampe dans sa partie, dans la tête et la partie antérieure du corps de l'hippocampe, le gyrus hippocampique dans sa partie antérieure, l'amygdale dans sa partie antérieure. Et comme vous voyez ici, ce sont des modifications radiologiques à 12 mois
du traitement radiochirurgical, une hyperintensité T2 et bien sûr la prise de contraste qui trace très bien la cible mésio-temporale. La dose aux structures à risque de voisinage n'a jamais dépassé 12 Gray. Et ici, vous voyez une planification dosimétrique chez une patiente de 36 ans, présentant une contre-indication à la microchirurgie, et chez qui la patiente ne présentant en fait que de rares auras 15 mois après son traitement, et la médication a été réduite. Plusieurs études à long terme concluent à des résultats similaires entre la radiochirurgie gamma-knife et la microchirurgie dans cette indication, notamment celle de Marseille, qui a bien évidemment le plus long recul. Ici, Nicolas Barbaro a revisité la dose prescrite en fait, au niveau de cette étude multicentrique américaine. On a comparé deux groupes de patients. En clair, en blanc, c'est les groupes qui ont reçu 20 Gray, et en noir, c'est les groupes qui ont reçu 24 Gray, et on a conclu à ce que, on a validé la supériorité du groupe high dose en matière de contrôle des crises, sans différence significative des effets indésirables, comme vous le voyez à votre droite, par rapport au groupe de 20 Gray. Et puis le même auteur a publié, en fait, atteste que comparé à la radiochirurgie, en particulier à la lobectomie temporale antérieure, la radiochirurgie a montré peu d'effets indésirables. Dans le même sens d'idée, ce même auteur démontre en bas à votre droite que la radiochirurgie épargne mieux la mémoire verbale par rapport à la lobectomie temporale antérieure, spécialement dans le lobe dominant. Selon Klusman, qui a la même série qui a plus de 300 cas, comme la série des salpêtrières actuellement, même si on minimise la résection chirurgicale, qu'elle soit même sélective, on a à peu près 30% de déficit de mémoire verbale en post-opératoire. Et malgré l'atteinte de la fonction verbale, il a été noté qu'elle s'améliore avec le temps. C'est le cas de cette patiente qui a vu crescendo s'améliorer sa mémoire verbale, et ça peut durer jusqu'à 9 ans. Alors, cette étude qui émane de l'University of Virginia, en fait, sur ce graphique, on voit l'évolution dans le temps des effets d'une irradiation de 40 Gray sur la fréquence des cris chez un rat chez lequel on a induit une épilepsie MTLE comparée à des doses moindres versus placebo. Des réductions significatives ont été observées dans le groupe irradié à 40 Gray. Vous voyez qu'à partir du 2e mois, les crises ont commencé à diminuer, voire disparaître. Comparé à 10 Gray, les 10 Gray, en irradiant à 10 Gray, en fait, les valeurs ne diffèrent pas du groupe placebo. Les meilleurs candidats sont donc des jeunes patients présentant une épilepsie de sévérité moyenne, avec un niveau intellectuel assez élevé, un risque élevé de déficit en mémoire verbale, avec peu ou pas d'atrophie, peu de déficit de la mémoire verbale en préopératoire, et un risque élevé de conséquences sociales et professionnelles potentiellement important en cas de déficit mnésique post-opératoire. Deuxième point, c'est les amartomies hypothalamiques. Je détaille un peu pour les jeunes. Pathologie rare. Tableau d'épilepsie très handicapant de l'enfant, qui associe des troubles cognitifs, psychiatriques et des désordres métaboliques et ou endocriniens. Ça débute toujours assez souvent par des crises gélastiques plutôt, avec une détérioration intellectuelle, d'où l'intérêt des diagnostics précoces et un traitement bien sûr précoce pour éviter l'encéphalopathie épileptique. Historiquement, le traitement est chirurgical, mais il est toujours entre les mains expertes, en particulier l'équipe de Delalande avec la plus grande série pédiatrique endoscopique. La radiochirurgie gamma-knife est actuellement un traitement de choix avec un taux d'amélioration qui est vraiment très intéressant, et les résultats dépendent bien sûr du volume et de la localisation. Ce sont des lésions hétérotopiques congénitales formées à la fois de cellules neuronales et de cellules gliales, normales bien sûr, comme l'atteste ici la spectrométrie faite par mon ami le professeur Giden récemment pour ce patient, et en fait il s'agit d'un profil spectral qui est analogue au tissu cérébral normal, donc ce ne sont pas des tumeurs. Elles peuvent être associées à d'autres lésions cérébrales ou se regrouper dans un cadre syndromique. Didier Scavarda doit se souvenir de ce papier où il a participé à Jean Régis à l'élaboration de cette classification, qui est c'est une classification morphologique IRM,
et qui diffère de la classification initiale de Lalande, qui est une classification anatomique et chirurgicale. C'est une meilleure indication, cette étude prospective multicentrique publiée en 2017 par Jean Régis englobe 48 patients avec un arrêt de crise chez 70% de patients à 2 ans anniversaire de leur traitement, comme dans la série de Delalande, sur les 112 patients, un peu plus du tiers des patients ont bénéficié d'un traitement radiochirurgical. Ce qui est plus important, c'est l'absence d'effets secondaires comparé aux techniques microchirurgicales. En fait, en dehors d'une poikilothermie et quelques acmés de crise chez 3 et 8 patients respectivement. Avec un peu de recul, il a été démontré que le contrôle des crises s'améliore avec le temps. Et aucun des patients n'a présenté ou aggravé son déficit cognitif, fait observer dans bon nombre de cas chirurgicaux. Bien au contraire, plus de la moitié de ces jeunes patients s'améliorent sur le plan cognitif et comportemental. Contrairement aux variations morphologiques vues MTLE, avec le parenchyme, en fait, il faut dire qu'avec les amartomes hypothalamiques, on ne voit pas beaucoup de changements en dehors d'une diminution de volume chez 2 patients et en fait un petit hypersignal T2 dans cette série de 60 patients. Alors l'étude histologique de la pièce opératoire d'un amartome opéré après échec de la radiochirurgie n'a pas objectivé de nécrose post-radique, d'où l'effet neuromodulateur et non destructeur comme pour le cas des MTLE. Une étude récente, marseillaise toujours, publiée l'année dernière, elle a montré l'impact de la topographie sur la présentation clinique et le devenir après traitement radiochirurgical. En effet, en se basant sur ces 2 coupes anatomiques sagittales définissant les 3 plans supraoptique, tubérien et mammillaire, et cette coupe coronale définissant le ventricule et 5 mm en dehors en périventriculaire et l'espace médio-hypothalamique et l'espace latérothalamique, les auteurs ont permis de raffiner les indications afin d'améliorer le résultat et surtout avoir une idée et prédire le pronostic des patients traités. À long terme, quelle que soit la méthode chirurgicale ou ablative, la radiochirurgie prend quand même, comme vous le voyez, un peu le devant. Et puis récemment, mon ami Constantin Tuelesca de Lausanne a mené une étude morphométrique qui a permis de définir une zone pontique ici en jaune, laquelle zone correspond à la zone du rire, reliant un circuit thalamo-cérébelleux. Et la densité de la substance grise à ce niveau est proportionnelle au pronostic, ce qui aurait des retombées sur les cibles futures de ce genre de crise. Pour les jeunes, en fait, les amartomes, certes, il y a des amartomes hypothalamiques, mais il y a d'autres amartomes qui sont situés en dehors de l'hypothalamus, comme l'a dit M. Gidane tout à l'heure, mais aussi en matière de crise gélastique, il y a une entité M. Suirtier est là pour l'attester, c'est des crises gélastiques non lésionnelles. Et peut-être le traitement de cette zone pourrait aboutir à limiter, voire guérir ces crises gélastiques. Alors, la série du Centre national de réhabilitation neurosciences. 8 patients ont été traités. Et puis, nous avons, en fait, avec une légère prédominance féminine, la clinique était dominée par des crises gélastiques inaugurales chez la moitié, avec une évolution vers d'autres types de crises partielles ou généralisées en fonction de leur ancienneté. 4 des 8 patients présentaient des troubles cognitifs et comportementaux. Je rappelle que le but du traitement est d'amener ces jeunes patients vers les classes Engel 1 ou au maximum 2. Alors, tous les types de la classification de Jean Régis ont été représentés dans cette petite série hypothalamique, intraventriculaire, plancher du 3e ventricule, cisternal, sessile, pédiculé, mixte, sauf le type 6 qui est le géant. On n'a pas traité d'amartome géant au centre. Alors, pour le patient 8, bien connu par le professeur Ramlichi, ce patient n'avait pas de crise épileptique. C'est un patient qui présentait juste une puberté précoce. Il a connu une régression drastique de son syndrome endocrinien après le traitement par radiochirurgie gamma-knife. 3 de ces 7 jeunes patients, parce que le 8e avait 31 ans, ont repris une scolarité normale. Un enfant ne l'a pas été par crainte parentale. Et les parents ont eu peur que cet enfant fasse des crises à l'école, donc il n'a pas été scolarisé. Nous avons récemment constaté une régression du retard cognitif chez certains patients, mais ceci, sincèrement, devait être chiffré par des tests neuropsychologiques que nous devons soumettre à nos patients pour être plus objectifs. Olivier Delalande a confirmé l'intérêt de la déconnexion
dans les amartomes hypothalamiques. Jean-Régis a repris la même technique de Delalande en traitant la zone d'attache entre le parenchyme cérébral et l'amartome. Alors Adil Melhaoui a préféré, en fait les résultats n'étaient pas probants, mais Adil Melhaoui, ici présent, a préféré traiter toute la lésion à dose thérapeutique et concentrer le hotspot, comme vous voyez ici en vert, au niveau de la communication entre l'hypothalamus et l'amartome, et le résultat était très encourageant dès les premiers mois du traitement. Si on a attesté l'absence de changement morphologique pour les patients traités une seule fois, nous avons observé une prise de contraste intra- et périventriculaire chez un patient qui a été retraité. Et ceci, en fait, comme vous voyez, ceci s'est estampé à un an après le traitement. Après le contrôle, comme a été démontré par un groupe d'experts européens sur cette analyse systémique, le gamma knife constitue le traitement le plus efficace et le plus sécure pour ces jeunes patients. Conclusion, le traitement radiochirurgical des amartomes hypothalamiques va aboutir à une bonne efficacité, sécurité, et le plus tôt serait le mieux, pas pour les grands amartomes hypothalamiques, peut-être en 2 étapes microchirurgicales pour éséquer la partie inférieure au plancher du 3e ventricule, puis traiter par radiochirurgie la partie supérieure. Les indications, la présentation et le résultat sont en fonction de l'anatomie fine de chaque amartome et chez chaque patient. La seule technique évaluée par un essai marseillais et un essai américain, c'est les amartomes hypothalamiques, la radiochirurgie des amartomes, et bien sûr, c'est une opportunité unique pour stopper en toute sécurité l'encéphalopathie hépatique. Nous avons réalisé dans le centre épileptique, j'ai dit hépatique, encéphalopathie épileptique. Alors, nous allons réaliser 2 callosotomies radiochirurgicales pour des enfants souffrant d'un syndrome de Lennox-Gastaut avec des résultats très prometteurs. Un travail est en cours de publication portant sur 19 callosotomies radiochirurgicales. Ce travail montre une amélioration, voire disparition des crises dans 2/3 des cas. Qu'en est-il pour l'épilepsie lésionnelle? Peu d'articles ont été publiés. En dehors des malformations artério-veineuses, il faut dire qu'il a été conclu que la dose de contrôle de l'épilepsie, qui est de 24 degrés, est bien supérieure à la dose de contrôle tumoral, et le volume doit être raisonnable et ne doit pas dépasser les 10 cc. Nous avons traité pas mal de cavernomes dans notre formation. Pour beaucoup d'encre a coulé quant à l'effet de la radiochirurgie dans le traitement de cette entité, et si l'efficacité est incertaine en matière de prévention du risque hémorragique, l'amélioration, voire la disparition des crises, est un fait réel. Il existe des situations dans lesquelles le cavernome se situe dans des régions non éligibles à la chirurgie, et la radiochirurgie permet ainsi une réduction à long terme du risque hémorragique. Alors, nous avons traité 23 patients avec une moyenne d'âge de 42 ans, et toujours une légère prédominance féminine. Il faut dire que l'hémorragie est l'apanage de l'homme et l'épilepsie est l'apanage de femmes. Et puis, il faut dire aussi que nous avons traité 10 lésions sustentorielles, la plupart étaient épileptiques, et nous avons conclu à une diminution de volume du cavernome chez 18 des 23 patients, mais il faut dire qu'une petite réserve sur l'éventuelle résorption spontanée des microsaignements intracavernomateux pouvant biaiser un petit peu ce chiffre. Avec nos patients sont Engel 1 chez 69% des cas. Et puis, en réponse à la question du professeur Hamliché tout à l'heure, près de 90% des patients sont améliorés par un traitement radiochirurgical instauré après une brève histoire médicale d'épilepsie, moins de 3 ans, mais au-delà, le chiffre de 90, il va descendre à 38% de contrôle des crises. Donc, plus on traite tôt, mieux c'est pour les patients. Alors, nous préciserons notamment le succès du traitement radiochirurgical chez cette patiente âgée de 36 ans, porteuse d'une malformation cavernomateuse ou caverneuse basifrontale. Alors, figurez-vous qu'elle traînait depuis 30 ans avec son épilepsie, qui est devenue pharmacorésistante, et la patiente a vu ses crises diminuer au bout du 4e mois après la radiochirurgie, et un an anniversaire, elle était libre de crise sous monothérapie.
sans pour autant avec un cavernome qui est stable sur le plan volumétrique. Donc le cavernome symptomatique doit être réséqué. Si la chirurgie est contre-indiquée, la radiochirurgie est une option du traitement. Avec des critères d'éligibilité et des directives thérapeutiques strictes, la radiochirurgie aurait un effet protecteur contre les renseignements répétés, mais certainement, elle permet d'arrêter l'épilepsie. Certes, en fait, ce traitement peut être pourvoyeur de complications mineures, principalement liées à la localisation et à la taille des lésions. Mon dernier cas est un enfant de 12 ans. Il avait 12 ans quand je l'ai traité pour cette lésion mésotemporale, laquelle lésion était révélée par une épilepsie pharmacorésistante avec 4 crises par jour au moins, et puis la biopsie stéréotaxique a révélé qu'il s'agissait d'un astrocytome grade 2. En discutant avec la famille, en fait, la chirurgie a été refusée. Et puis, le contrôle à plusieurs années après le traitement montre une légère diminution de la taille lésionnelle, mais l'enfant est libre de crise et il est actuellement à la faculté. Et puis, en conclusion, il faut dire que la radiochirurgie paraît être une alternative intéressante à la chirurgie par son efficacité, son innocuité pour des cibles en zone fonctionnelle. Et il faut dire aussi que l'enjeu étant la préservation de la mémoire verbale dans les MTLE, mais en fait de réduire l'encéphalopathie épileptique dans les amartomes hypothalamiques. Ça nécessite néanmoins, et d'ailleurs c'est son inconvénient, un délai d'action, et le volume à traiter doit être modéré, clairement identifiable en s'appuyant sur tout l'arsenal des explorations neurophysiologiques et morphologiques disponibles. Ceci ne peut se faire qu'en travail d'équipe, en incluant systématiquement un épileptologue, neurologue, épileptologue et un neurophysiologiste. Je vous remercie.